Aujourd'hui, dans cet épisode de Woman King Sales Edition, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Amédée Assoma. Bonjour. Bonjour, madame. Directeur du développement et du réseau chez Neptune Oil, une entreprise pivot dans le secteur de l'énergie au Cameroun. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs? Oui, très simplement, je suis Amédée Assoma, camerounais. Je travaille chez Neptune Oil, comme vous l'avez bien précisé, comme directeur du développement et du réseau du groupe. Donc, le groupe est un groupe qui travaille dans le secteur aval pétrolier. Et donc, elle est le numéro 3 sur le marché camerounais actuellement. Donc, j'ai intégré le groupe, ça fait 2 ans. Donc, mais bien avant ça, j'ai une carrière de 24 ans. Donc, j'ai 22 ans. J'ai passé dans quelques entreprises de la place avant. Le plus récent, c'était chez DHL. Donc, j'ai été à peu près 11 ans, 12 ans, directeur général pays. J'ai parcouru certains pays en Afrique, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Tchad, etc. Et j'ai travaillé aussi ici au Cameroun, dans plusieurs entreprises aussi, donc je vais les citer comme ça en passant. J'ai travaillé chez Guinness à l'époque, 2003, donc j'étais dans le département marketing. Je m'occupais à la fin de la marque Guinness Mouth. Donc j'ai lancé Gordon Sparks aussi avec des collègues de l'époque qui étaient là, donc, qui sont aujourd'hui directeurs généraux par exemple chez Barras Ivoire en Côte d'Ivoire. J'ai commencé ma carrière par contre comme commercial, vraiment commercial dans le domaine du textile, qui était un peu un domaine très difficile ici à l'époque à Syncatex. J'ai travaillé aussi avec, j'ai commencé l'expatriation assez tôt, travaillant pour les Tunisiens et CIT. Donc c'était une entreprise qui, on va dire quoi, développait ou privilégiait les relations sud-sud et commercialisait donc un certain nombre de produits made in Tunisia vers les produits de l'Afrique subsaharienne, donc notamment le Cameroun, le Bénin, enfin l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc j'étais key account manager, je m'occupais un peu de gérer cette relation-là. Voilà un peu comme ça ce que j'ai fait. Je suis aussi passé en agence. Donc, j'ai travaillé chez A16 de 2007 à 2008, je crois que vous devrez connaître Madame Fomécan, Mireille. Je salue parce que c'est une de mes formatrices, donc je profite de votre antenne pour lui dire un bonjour. Et c'est une dame guerrière, comme le thème de votre émission ou de Woman King en fait. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire un peu l'histoire de Woman King. Voilà un peu qui je suis, voilà ma carrière, voilà mon vécu. Alors 2 décennies, on va dire plus de 2 décennies à votre actif, et vous avez fait un peu le tour de l'Afrique et d'ailleurs. Avec votre expertise et votre approche visionnaire, vous avez contribué justement à l'essor et à la modernisation du groupe Neptune. J'ai envie de vous demander, selon vous, puisqu'on parle de commercial, puisqu'on parle de cet aspect très important de l'entreprise, quels sont les piliers que devra avoir ce département pour l'essor d'une entreprise? Bon, vous savez, chaque directeur commercial, chaque manager a son approche. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont assez cartésiennes. La première chose, je pense qu'il faut y avoir une équipe équilibrée. Si vous êtes un directeur commercial, il faut tout faire pour avoir une équipe équilibrée, de telle sorte que les performances des uns et des autres puissent se superposer ou se soutenir. Vous savez, dans des équipes, vous avez des gens qui sont très forts pour l'acquisition. Vous avez des gens qui sont très forts pour la maintenance. Vous avez des gens qui sont très forts pour conclure des ventes. Et vous avez des gens qui sont très forts pour faire le recouvrement. Vous savez, une vente, moi je dis toujours, on vend quand on encaisse l'argent. Donc il faut faire attention à cet équilibre-là. Donc le secret pour le manager, c'est ça, c'est détecter toutes ces qualités-là. Et donc faire de sorte que l'équipe soit équilibrée à ce niveau-là. Si vous avez une équipe déséquilibrée, vous allez manquer quelque chose et vos performances commerciales pourront en souffrir. Donc pour moi, il y a 10 000 façons de faire, mais je pense que le plus important, c'est de réussir à composer une équipe équilibrée. Donc bien sûr en les alignant sur les phases commerciales, c'est-à-dire l'acquisition, la maintenance, la clôture d'une vente, le recouvrement, etc. Alors, en tant que directeur en charge du développement, j'imagine que vous êtes très axé résultats et productivité. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos stratégies à ce moment-là pour que vos équipes performent?
on va dire? Alors, la première chose, pour tout manager, que ce soit dans le commercial ou ailleurs, et encore bien évidemment plus dans le commercial, il faut que le manager puisse très clairement définir ses attentes. Très clairement définir ses attentes. Beaucoup aujourd'hui de managers, quand ils travaillent, sautent cette étape-là. Et ça fait qu'après, les équipes ne sont pas très bien orientées sur ce qu'elles doivent faire ou vers quoi, qu'est-ce qu'elles doivent poursuivre. Donc il faut d'abord définir ses attentes. Et quand moi je parle de définir ses attentes, c'est aussi bien, parce que les gens vont dire il faut juste définir les objectifs. Non, ça ne suffit pas. Définir les objectifs ne suffisent pas à orienter une équipe et faire de sorte qu'elle soit performante. Si vous êtes orienté résultat, il y a beaucoup d'autres choses autour qui concourent à arriver à ce résultat-là. Il n'y a pas que la fixation des objectifs. Moi, c'est pour ça que je parle de définir ses attentes. Alors, quand je parle de ce serait quoi exactement? C'est définir ses attentes comportementales au niveau de l'équipe, par exemple. Pour être terre à terre, comme on dit chez nous. Vous avez, une fois que vous avez fini de former votre équipe, vous pouvez donc créer, on va dire quoi, le mode de vie de votre équipe, en fixant des règles claires qui vont faire que votre équipe soit harmonieuse. Donc, si vous ne définissez pas clairement vos attentes, dites par exemple, je souhaite que tout le monde arrive au travail à 8 heures, je souhaite que tout le monde, je dis n'importe quoi, le vendredi, on va parler qu'anglais, parce que vous avez derrière des objectifs de progression en langue, peut-être parce que vous avez de nouveaux clients anglo-saxons, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il faut très clairement définir vos attentes en tant que patron. Ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Vous créez cette ambiance comportementale-là. Tout le monde sait exactement ce que le manager pense. À partir de ce moment-là, maintenant, vous fixez des objectifs atteignables, bien sûr, pour votre équipe, comme on dit dans le jargon des objectifs SMART. Une fois que vous avez bâti ça, maintenant, vous fixez les objectifs pour chaque personne. Une fois que vous fixez les objectifs pour chaque personne, vous fixez aussi derrière le reward, les récompenses pour l'atteinte de ces objectifs-là. Il faut motiver l'équipe. Exactement. Ceux qui travaillent avec vous doivent savoir, 1, je travaille dans quel environnement, 2, quels sont les objectifs, 3, si je les atteins, j'ai droit à quoi. Et bien naturellement, autour de ça, vous, en tant que manager, en tant que patron, vous devez pratiquer la reconnaissance, ce que les anglo-saxons appellent recognition. La reconnaissance n'est pas qu'extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas que donner un money price ou bien je ne sais pas quoi, quelque chose, mais elle est aussi intrinsèque. C'est-à-dire le simple fait qu'un collaborateur travaille bien, de lui dire merci, de lui dire tu as bien fait, etc. Ce sont de petits gestes qui motivent et qui concourent à la cohésion de l'équipe commerciale. Donc pour moi, voilà les étapes clés qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer une équipe performante et orientée résultat. Alors, lorsqu'on a identifié les forces, on va dire, et les faiblesses de l'équipe, comme on a comme ce que vous avez dit tout à l'heure, et qu'on a également énoncé clairement les objectifs à ceux-ci, vous qui encadrez des équipes, est-ce que vous avez observé des particularités venant des femmes? Oui, il faut dire. Ce domaine. Alors, l'encadrement des femmes est particulier, vous savez, parce que au-delà d'être commercial, elles, sans LE, d'accord, au-delà d'être commercial, elles ont j'ai envie de dire quoi, cette particularité d'être femme. Vous savez, la femme est toujours un peu délicate. Ah. Oui, la femme est toujours un peu délicate et elle ne doit pas être traitée comme, j'ai envie de dire, comme les hommes. Alors, une femme commerciale, c'est d'abord une maman. Ça peut être une jeune femme, ça peut être donc une femme qui aspire à la maternité, ça peut être une femme qui a déjà un enfant, ça peut être une femme qui est mariée, donc qui a des contraintes, surtout dans notre milieu ici, qui a des contraintes. Vous, en tant que directeur commercial, il faut tenir compte de tout ça. Vous ne pouvez pas les mettre au même pied d'égalité que les hommes, de ce simple fait-là. Donc il faut tenir compte de cet environnement-là, vous dire, si c'est une femme qui est mariée et qui a des enfants, elle a des obligations dans son foyer. D'accord? Vous ne pouvez pas lui donner les mêmes contraintes que quelqu'un qui est un boxeur qui peut rester dehors jusqu'à 23 heures. Parce que qu'est-ce que vous allez faire si vous lui donnez ces contraintes-là? Ou si vous lui imposez un rythme qui ne sied pas à son environnement? Vous allez tout simplement la démotiver.
Et vous allez créer l'effet contraire dans votre équipe. Vous allez créer de la déperformance dans votre équipe. Alors, j'insiste là-dessus, c'est un nouveau mot, peut-être c'est un néologisme, mais je dis la déperformance, parce que non seulement elle ne va pas performer, mais elle va créer une situation dans l'équipe qui va entraîner l'équipe à ne pas performer. C'est-à-dire, ou à performer négativement. Donc, il faut faire attention à tout ça, il faut tenir compte de tout ça. Quand on manage les femmes, il faut donc regarder tous ces aspects-là. Et vous allez voir que et c'est pour ça que je parlais avant de fixer très bien ses attentes. Si vous regardez bien cet environnement-là, et vous savez, je prends le cas d'une femme mariée qui peut être, qui a des enfants, qui peut être très forte, hein, une très bonne commerciale, il faut savoir quelle tâche lui confier. D'accord ? Il faut savoir quelle partie de la bataille lui confier dans votre schéma de guerre en tant que directeur commercial. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très bonne à la clôture des ventes, vous n'allez pas lui demander de rester faire des conceptions stratégiques au bureau jusqu'à 23 heures. Vous savez exactement là où il faut l'utiliser et là, vous allez la rendre épanouie. Donc, cette difficulté-là, oui, on la rencontre quand on manage des équipes où on a des femmes commerciales. Il faut tenir compte de ça. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est en interne, au sein de l'équipe. Il y a un second aspect qui est quand elles vont en prospection vers les clients. Vous savez, les femmes sont soumises à, j'ai envie de dire, à plusieurs violences, entre guillemets. Et les femmes commerciales, oui, elles subissent ça. Et elles vont aller chez un client qui peut-être ne se tient pas correctement. Elles sont... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Elles vont se faire draguer, elles vont se faire happer. Il y a plein de risques. Vous, en tant que directeur commercial, il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute. Et être à l'écoute ne veut pas toujours dire écouter ce qu'elles vous disent. Non, il faut écouter leur corps, il faut écouter leur langage. Quand elle revient d'une visite, elle a quelle mine? Il faut faire attention, on doit faire plus attention. Il faut faire plus attention aux commerciales femmes parce que derrière, il peut se cacher un problème de harcèlement, il peut se cacher un problème de tentative de viol, etc. Et si vous êtes un patron à l'écoute, vous allez gagner la confiance de votre commercial et elle sera plus ouverte à vous dire ce qui s'est passé, vous pouvez l'accompagner, etc. Et aujourd'hui, très sérieusement, il y a des entreprises qui mettent en place des processus pour ça, ou on va dire quoi, il y a toute une structure pour accompagner psychologiquement toutes les dames commerciales parce qu'on sait très bien qu'elles subissent parfois des pressions qui ne sont pas que des pressions professionnelles. Alors, c'est très appréciable votre type de management quand il s'agit de genre. J'ai envie de vous demander d'où vous est venue cette façon de faire. Alors que très souvent, les hommes disent qu'elles ont voulu travailler, elles ont voulu être là, elles ont voulu être les égales des hommes un tout petit peu, aspirer aux mêmes privilèges, aux mêmes opportunités. Pourquoi est-ce qu'on devrait les ménager ? Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que, écoutez, nous tous, on a des mamans, non ? On a des mamans peut-être qui ont été commerciales, on voit un peu ce que nos mamans ont fait pour nous. Donc je pense que c'est juste une simple logique, et la simple bienséance, être bien élevé et savoir qu'il faut bien traiter l'être humain de toutes les façons. Ce que je suis en train de dire là, ça compte, ça tient la route aussi pour les hommes. Vous avez des hommes qui sortent de chez eux, il faut tenir compte en fait du bien-être de l'autre, tout simplement. Et le bien-être de l'autre se construit dans un environnement. L'environnement de la femme, c'est l'environnement du foyer, c'est l'environnement du mariage, etc. Et vous devez tenir compte de ça. D'accord ? L'environnement d'un homme, ça peut être qu'il vient d'un quartier difficile, il faut tenir compte de tout ça. Si vous ne cherchez pas à tenir compte de l'environnement des personnes avec qui vous travaillez, vous faites fausse route, vous ne comprenez pas. Vous pouvez venir au boulot aujourd'hui, vous êtes un commercial hyper performant, mais peut-être parce que vous vous êtes levé du mauvais pied, vous avez un souci au village, on est tous africains, on a un parent qui est décédé, on a X, on a Y. Si vous avez un chef qui a une approche, j'ai envie de dire, moi j'appelle ça l'approche Be Happy Every Day, d'accord ? Si vous avez un chef qui a cette approche-là et qui est à votre contact, il va peut-être comprendre que ce gars, il vient d'avoir un décès au village, donc il n'a pas... Ouais, et ce jour-là,
il peut moduler les objectifs de la journée en fonction de votre humeur. Ou même vous donner votre journée pour vous permettre de vous recharger, etc. Ben, c'est la même chose. Il faut tenir compte de ça quand on travaille avec les dames. Il faut regarder leur environnement. Elle peut s'être levée, elle essaie de discuter avec son mari, elle arrive au bureau. Si vous rajoutez encore une couche, ben, vous allez plutôt déclencher une tempête au lieu d'avoir quelqu'un d'heureuse, de gracieuse qui va aller travailler, vous apporter les clients. Lorsqu'on a évoqué votre management, votre type de management, sur le terrain, qui performe le mieux? Les femmes ou les hommes? Non, moi, j'ai pas de... Est-ce que ça se vérifie quelque part? Non, j'ai pas de... Je pense que chacun a ses qualités. Chacun a ses qualités. C'est vrai que les néophytes, hein, ceux qui regardent vont dire les femmes ont plus tendance à rapporter plus vite les clients, peut-être parce qu'elles sont femmes, surtout quand elles ont affaire à des clients hommes, voilà, c'est plus facile de conclure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. C'est juste une vision populaire, c'est pas vrai. Les femmes cravachent. Si vous voyez une femme rapporter des clients, ça veut dire qu'elle cravache terriblement pour rapporter ces clients-là. Il y a aussi des hommes qui sont très, très forts, très bien à faire ce travail-là, tout simplement. C'est à la fin de la journée, c'est une question d'approche personnelle, une question on va dire quoi, de mise en interprétation, de mise en pratique des stratégies de vente, de conclusion de vente, etc. Et ça appartient à chacun. Chacun le développe personnellement. Donc, c'est pas soit femme, non. Merci pour vos réponses qui ont l'air très sincères et honnêtes. On va parler d'autres choses à présent. Tout à l'heure, j'ai évoqué le côté moderne que vous avez apporté au groupe Neptune. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'intelligence artificielle, la dématérialisation des procédures et la digitalisation même en général prend de plus en plus de place. Dans ce domaine du commercial, est-ce qu'on va assister un tout petit peu à, on va dire, des pertes de ressources ou d'emplois plutôt pour les personnes humaines au profit, voilà, de ces logiciels-là? Ou plutôt, est-ce qu'il faudrait que les équipes se mettent à jour pour pouvoir améliorer leurs compétences et leurs capacités en travaillant avec ces nouvelles technologies? Ouais. Alors moi, je pense beaucoup plus pour la deuxième option que vous avez soulignée. Je pense que le commercial est l'un des métiers pour lesquels la machine ne pourra jamais remplacer l'homme. Ça, il faut conclure une vente, là. Une machine ne peut pas conclure une vente. Ça, je ne vois pas comment une machine va faire pour conclure une vente. Le commercial est un métier qui appelle au contact humain, à la chaleur, etc. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle est là. Je pense qu'elle est beaucoup plus un outil d'aide à la décision, un outil d'aide à l'analyse, etc. Pour ne pas vous cacher, aujourd'hui, je travaille avec une intelligence artificielle, par exemple, pour tous mes rapports. Tous mes rapports de réunion que je fais en ligne, les résumés me sont faits par mon IA. Donc ça vous fait gagner en temps, mais ça n'enlève pas à la fin que je corrige le rapport et que quand je dois aller présenter au client, c'est moi qui le présente. D'accord? Alors que j'ai une IA qui a une très belle voix, comme vous d'ailleurs, qui me fait des résumés écrits ou oraux, mais je les exploite finalement pour... moi, je pense que c'est juste un outil qui vous permet d'améliorer votre travail. Vous savez, c'est un peu comme quand l'ordinateur est arrivé. Hein? Dans les années 80, on pensait peut-être que les ordinateurs devaient prendre la place des humains, mais non. L'ordinateur est arrivé, il aide les humains à travailler mieux. Donc je pense que toutes les IA qui sont là aujourd'hui vont seulement aider les commerciaux à travailler mieux. On n'est pas dans un monde industriel où c'est une tâche à effectuer. Le commercial, c'est un tout, ce n'est pas qu'une tâche. D'accord. Si c'était une tâche, d'accord, oui, j'aurais dit, les IA là, ils vont très rapidement remplacer les commerciaux. Mais ce n'est pas une tâche précise dans un processus. L'activité commerciale, c'est un processus. Et voilà, et pour pouvoir conclure une vente, il faut bien être humain, être en face de quelqu'un pour conclure la vente, soit en vidéo, par vidéoconférence, mais de préférence en face, physiquement, surtout quand les ventes sont importantes.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le côté génératif un peu de l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui se reposent pleinement vraiment sur cet aspect-là de cette nouvelle technologie. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à 100%? Peut-être pas à 100%, parce que moi, je prends mon exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'utilisais une IA, mais bon, il y a des... Oui, il faut toujours réviser ce que l'IA vous propose, même si ce qu'il vous propose est à 90% bien, hein, mais après, vous avez votre propre touche personnelle que vous rajoutez. Vous savez, quand c'est une intelligence artificielle qui fait un résumé, ça se sent. D'accord? Et c'est ça aussi le commercial. Il y a cette touche-là, vous savez, les gens sentent ça. C'est un peu comme quand vous parlez au téléphone. Voilà. Comme quand vous parlez au téléphone, je peux sentir si vous souriez ou si vous êtes fâché, alors que je ne vous vois pas. C'est pareil avec tout ce qui va chez le client. Vous avez votre touche personnelle. Il y a des clients, enfin moi par exemple, quand je suis dans la posture du client et que j'ai un commercial, si c'est un commercial avec qui je suis habitué, quand c'est lui qui écrit, je sais. Je vois sa touche, d'accord? Et là, les rapports sont des... Donc, il y a cette magie-là dans le travail du commercial. Il y a quelque chose, je ne sais pas, j'ai envie de dire c'est mystique, d'accord? J'arrive pas à décrire ce que c'est, mais il y a ça, il y a cette magie-là qu'on sent. Et quand c'est un IA qui fait le résumé, ou bien là, vous sentez tout de suite que c'est plat, c'est comme ça. Là, on sait que c'est un IA. Et là, tout commercial qui utilise donc un IA doit pouvoir reviser ce que l'IA a fait pour mettre lui sa touche personnelle. Parce que c'est ça que le client achète. Le client n'achète pas le rapport ou quoi que ce soit. Le client vous achète, j'ai envie de dire, le client vous achète, entre guillemets. Je pense qu'il faudra encadrer peut-être alors l'utilisation de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la portée de tout le monde. Il suffit de soit télécharger, soit souscrire à quelque chose pour y avoir accès. Mais si vous voulez une équipe performante en 2024, à ce siècle-ci, à cette époque, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer ça peut-être dans les formations des Bien équipes? sûr. Bien sûr, oui, vous devez vous adapter à la technologie qui arrive. Donc, si vous voulez avoir une équipe performante, il est tout à fait clair qu'il faut la former. Il faut qu'elle soit à la pointe de la technologie, comme j'ai envie de dire. D'accord? Je vous dis tout à l'heure que l'IA, c'est un outil d'aide à la décision qui vous rend le travail plus facile. Donc, plus c'est rapide, plus c'est facile, mieux vous avez d'éléments pour pouvoir prendre une décision. D'accord? Donc, évidemment qu'il faut former les gens à pouvoir utiliser ça. Alors, encadrer, mais bien évidemment aussi encadrer, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de pays qui mettent en place des législations pour justement pas qu'on se retrouve avec... vous savez, le danger de ça, c'est qu'on se retrouve avec des fraudes, d'accord, ou bien des gens qui détournent ça à des fins malveillantes. Et bien évidemment, il faut encadrer ça, mais bon, je pense que c'est le rôle de ceux qui nous dirigent de pouvoir mettre en place les règles à respecter dans le cadre de l'utilisation des IA. Monsieur Assomo, vous avez touché un peu à tout. On l'a entendu, vous avez été chez Guinness, vous avez été dans le textile, aujourd'hui vous êtes dans le pétrole. Et j'ai envie de vous demander, sur le plan commercial, est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Les fondamentaux, oui. Les fondamentaux sont pareils, mais après, chaque domaine d'activité a ses particularités. Et il faut donc vous adapter à ces particularités-là. On ne vend pas le textile comme on vend la bière. Ou comme on vend un service, d'accord? Ou comme on vend aujourd'hui le carburant. Il y a un trait commun qui est clair entre tous les produits et les services. C'est la qualité que vous mettez dans votre processus de vente. Et il y a bien évidemment des formats qui sont enseignés dans des écoles et qui sont améliorés tous les jours. Mais j'ai envie de dire à la fin, c'est votre touche personnelle qui fait la différence. Et c'est ça, être commercial. Être commercial, c'est se réinventer tous les jours, avoir sa touche personnelle. Qu'est-ce que vous vendez que l'autre n'a pas? C'est ce que le client recherche. C'est-à-dire que vous pouvez tous être des clients, des commerciaux, vous vendez le même produit. Et vous allez voir qu'il y en a toujours un, c'est chez lui qu'on achète. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les clients n'achètent pas vraiment ce que vous vendez, les clients vous achètent vous. Et c'est ça le secret du commercial. Peut-être c'est pour ça que les gens pensent que
c'est un peu plus facile pour les femmes. D'accord? Surtout si elles sourient bien, elles sont jolies, etc. Non. Mais oh que non, c'est pas plus facile, au contraire. Je pense même que c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que justement, si vous êtes avenante, si vous êtes jolie, etc., ben, ça peut beaucoup plus virer. Et il faut être très professionnel pour recadrer, pour amener le client, pour qu'il achète autre chose. Voilà. Alors, un parcours atypique qui est à féliciter d'ailleurs, le leader que vous êtes aujourd'hui. J'imagine que c'est pas en 2 jours, on l'a bien entendu, c'est en plus de 2 décennies que vous avez travaillé pour être celui-là. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous regardent, surtout les jeunes femmes, parce qu'on est là aujourd'hui pour elles, Woman King Sales Edition, qui aimeraient, voilà, qui aspirent à des postes de leadership, ce serait quoi? Ben, je voudrais dire aux jeunes dames, il faut travailler. Il faut travailler 2 fois plus que les hommes. Parce que ce n'est pas facile pour les femmes. Ce n'est pas du tout facile. Il ne faut pas penser que votre beauté, votre jeunesse vous ouvrira toutes les portes. Au contraire. C'est parfois, ça peut être un atout, mais c'est parfois un handicap. Et vous devez travailler 2 fois plus pour être de très bonnes commerciales qui sont respectées pour leur travail. Donc c'est le conseil que je peux donner à ces dames-là. Il faut travailler. Il faut créer sa touche personnelle. Je vais le redire encore. Le client n'achète pas forcément ce que vous vendez. Le client vous achète vous. Donc il faut travailler sur vous-même pour que vous soyez vous-même un produit ou un service que tout le monde désire, dans le bon sens. Voilà. Merci à vous, Monsieur Assomo, d'avoir accepté cette interview pour cette première édition de Woman King Sales Edition. C'est moi qui vous remercie.